Salut, c'est Smartful. Comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, je suis en ce moment des cours sur le MIT Deep Learning, l'introduction sur le Deep Learning du cours de MIT qui est disponible gratuitement. On montre ça tout de suite. Enfin, le perceptron, voilà. Le perceptron, donc mettons, on va dire que c'est une photo, ou ça peut être n'importe quoi, il y a des entrées, donc voilà, X1, X2, jusqu'à... Alors, eux, sur le cours, ils appellent ça M, sur le cours de AndroNG, c'était N, mais bon, bref. Donc jusqu'à XM, et là, en fait, on aura qu'une seule entrée, donc voilà, chaque entrée qu'un seul nœud, qu'un seul neurone. Donc un perceptron en fait c'est avec un seul neurone et c'est très intéressant pour comprendre le concept. En sortie de là, donc là il y a une agrégation de toutes les entrées. Donc l'entrée ça peut être un pixel d'une photo par exemple. On va prendre cet exemple là parce que c'est extrêmement simple. Bon, pour mieux comprendre ce qui se passe là, donc là on a un neurone et en sortie on a ce qu'on appelle une fonction d'activation. Alors il y en a plusieurs. La plus connue c'est la fonction sigmoïde. J'en parlerai après. Et en sortie on a on a notre y, on a notre sortie. Ce qui est intéressant donc avec la fonction d'activation sigmoïde, c'est qu'on a un chiffre qui est donc en sortie entre 0 et 1. Donc si on a envie de calculer une probabilité, ça peut être intéressant. Et si on est en dessous de 50%, et on considère qu'on n'a pas, par exemple dans une problématique de classification, est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien? Si on est en dessous est-ce que c'est un chat par exemple tout simplement. Si on est en dessous de 50%, ce sera pas un chat. Si c'est au-dessus, ce sera un chat. Voilà. Donc là, il y a ça. Tu me dis ouais mais attends, ça c'est quoi? Alors dans le cours du MIT, ils appellent ça comme ça. Bon, on va reprendre la même chose. Ça veut dire qu'on aura Z, d'accord? Donc ici Z, c'est égal à la somme jusqu'à M, donc de I qui est égal à 1 jusqu'à M, de donc WI XI. Voilà. Donc I soit de 1 jusqu'à M. Et alors ça, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est des poids. Donc, en fait, sur chacune des branches, tu vois, on a un poids. Donc, c'est des paramètres qui vont nous permettre justement de paramétrer notre perceptron. Voilà, ou notre réseau de neurones. Donc, on parle de perceptron quand on a un seul neurone, et on parle de réseau de neurones quand on a plusieurs neurones, plusieurs couches. Voilà. Bon. Ici, là, donc, on a oméga 1, oméga 2, oméga M. Voilà. Et en fait, c'est pas fini parce que il y a ce qu'on appelle, il y a un biais. Donc, ici, on a 1 et on a un oméga 0. Voilà, donc ici, on a un biais. Alors tu me dis à quoi ça sert ce biais, tu vois, dans une fonction affine. Donc voilà, ax plus b. Donc là, tu as x et ici, tu as y, ça c'est f de x, et on a f de x, et là on a b, on a f de x qui est égal à ax plus b. Voilà, donc quand tous les x sont à 0, on a notre z qui sera égal à oméga 0. Voilà, donc c'est à peu près le même principe. Je suis désolé, j'ai exprimé ça sans regarder mon écran, mais en regardant ma feuille, mais bon, voilà, maintenant, vous voyez bien. Voilà, on a ça, et ici, on a notre fonction d'activation, donc c'est... Yo, alors, pour me faciliter les choses, j'ai imprimé les slides qu'on trouve sur le site, c'est plus simple. Je vous montre quand même ça, comme ça vous permettra de voir visuellement ce qui se passe. Donc là, on a vu la fonction sigmoïde. Donc on est de 1 jusqu'à 0. Vous voyez que ça nous donne quelque chose comme ça. Ça, c'est la dérivée. Donc ça, bon, c'est pas... pour l'instant, on va pas forcément s'y attarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne ici, pour les différentes... fonction d'activation, comme on les a avec TensorFlow. La tangente hyperbolique, donc c'est de -1 jusqu'à 1, et puis la fonction relue, donc rectified linear unit, ça c'est 0, et puis après ça va jusqu'à plus l'infini. Il y a un point important, qui est extrêmement important, c'est que, donc je vous ai dit que z était égal à la somme de i, qui est égale à 1 jusqu'à m, donc de xi oméga i, plus oméga 0. On va pas faire la somme comme ça, on va faire l'écriture matricielle,
Donc on a x égal à 1, x1, x2, tac tac tac, jusqu'à xm. Et là, alors 1 c'est pour le biais, hein, et on va faire oméga qui est égal à tac tac, donc oméga 0, oméga 1, oméga 2, tac tac tac, jusqu'à oméga m. Voilà. Et ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va dire que z est égal à donc xt, donc la transposée de x fois oméga. Donc la transposée, c'est ça, ça va être mis voilà, dans l'autre sens, et donc avec la multiplication matricielle, on aura un chiffre. Il y a un point que j'ai pas expliqué, donc j'ai dit que voilà, g de z était égal à g de xt oméga, et c'est égal donc à la sortie, hein. C'est pour ça que là on a notre fonction d'activation. En gros on calcule notre z, et après on a notre y. Donc là c'est la fonction d'activation, et là on a notre y. Voilà. Ouais, donc en fait ce qu'on veut paramétrer les paramètres pour que notre sortie, donc G de Z, soit proche de notre target. Donc notre target qu'on note généralement Y. Voilà. Pour ça, on écrit une fonction de coût qu'on appelle J oméga. Et il y en a différentes. Dans le cas, par exemple, de la classification, est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est pas un chat, on a cette fonction donc qui s'appelle alors dans le cours ils appellent ça la binary cross entropy loss, et en soi c'est égal à moins y log bref de y machin là, c'est de notre prédiction ça, moins 1 moins y de log de 1 moins y chapeau, voilà, de notre prédiction. Alors, pourquoi? C'est un peu chelou hein, de faire ça. Déjà, on va regarder qu'est-ce que c'est le log. Donc, c'est une fonction qui est définie entre 0 exclu plus l'infini. D'accord, donc, et ici, on a 1, et tu vois, ça fait un truc comme ça, voilà. Puis après, ça monte et ça monte et ça monte. Donc là, on a x à 1, donc avec log de 1 c'est égal à 0, et quand ça tend vers 0, quand le log log de x, là, log de x avec un x qui tend vers 0, et ben c'est égal à moins l'infini. Ok, donc ici on a. Alors pourquoi j'explique ça? En fait, le but, ça c'est la fonction de coût. Le but de cette fonction de coût, c'est de se dire quand on a un décalage, et ben elle doit être le plus haut possible, et le but c'est de la minimiser. Et en fait les paramètres, donc ici nos prédictions, hein, on a nos deux prédictions ici, doivent être de telle sorte. N'oublions pas que ces prédictions sont en fonction de oméga. Et le but, ça va être de configurer, de trouver en fait les bonnes mesures pour que cette fonction-là soit la plus petite possible. Le cas où par exemple y est égal à 0. Donc vu qu'y est égal à 0, ça, boum, ça dégage. On a j donc de oméga qui est égal à moins 1. Alors, vu que ça c'est égal à 0, donc moins 1 log de 1 moins notre prédiction. D'accord? Donc en fait ça nous fait tout simplement moins logarithme de 1 moins notre prédiction. Et là on a deux situations. Soit notre prédiction, n'oublions pas, hein, on a y qui est égal à 0, donc notre sortie qui est égale à 0. Donc soit notre prédiction tend vers 0, ce qui est bon, ce qui fait que ça, ici, donc ça tend vers 0, donc en gros ici on tend vers
1, et donc ce qui vous fait que on a un J oméga qui tend vers 0. Donc c'est bon, voilà, si notre prédiction tend vers le bon résultat, et notre fonction de coût va tendre vers 0. Si on a Y, donc chapeau, donc si par contre ça tend vers 1, et là ça va tendre vers, vous voyez, hein, ça, donc si ça tend vers 1, donc on a 1 moins 1, donc ça va tendre vers 0. Donc ça va tendre vers 0, vous êtes bien d'accord. Et vu que ça va tendre vers 0, tu vous rappelez de la... C'est important de visualiser un maximum. Vu que ça va tendre vers 0, ça va tendre vers moins l'infini. Et vu qu'on a un moins, et J oméga va tendre vers plus l'infini. Je vous refais ici pour Y qui égale à 1. Donc on a un J oméga qui est égal, donc on regarde là, on a ça c'est égal à 1, donc ça va se garder, et ça, regardez, 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc on a moins log de notre prédiction. Alors là c'est encore plus facile, j'aurais dû commencer par ça. Donc notre prédiction tend vers 0, et si notre prédiction tend vers 0, bloom, on va à moins l'infini, et vu qu'on a un moins, J de oméga tend vers plus l'infini, donc ça c'est pas du tout bon. Ici notre prédiction tend vers 1, si ça tend vers 1, ça va tendre vers 0, hein, n'oubliez pas, et donc on a notre J de oméga, donc notre fonction de coût qui va tendre vers 0. Voilà. Et là, je vous ai tout expliqué. Super. Comme je disais, le but, c'est de minimiser la fonction de coût et de trouver les paramètres qui vont nous permettre de minimiser ça. Pour ça, la meilleure des solutions, c'est gradient descent. Donc, on commence en fait à chaque fois par initialiser. Faut pas qu'il soit à 0 au départ. Je crois que c'est pour une question de symétrie et de performance en fait du réseau de neurones. C'est la formule en fait à faire en sorte pour pouvoir à chaque pas updater les paramètres. Poids est égal au poids d'avant moins un learning rate, poids, donc la dérivée de notre fonction de coût. Je viens de comprendre en fait cette formule. Ce qu'il faut voir, donc quand on regarde par exemple cette courbe, on voit que là on a les dérivées. Et donc là on a la dérivée qui est nulle. Là cette dérivée elle est négative. Et ici ça va remonter, donc elle va être la dérivée va être la pente va être positive. Plus on va arriver vers 0, plus on aura une pente légère. À chaque pas, on va soit avancer, soit donc ici on va avancer et ici on va reculer. Ici la dérivée. Donc, on a dans le cas négatif. Donc dans ce cas-là, vu que c'est négatif, l'ensemble va être positif. Donc, on va se rapprocher. Dans l'autre cas, et on a le moins va être vraiment actif, et donc on aura quelque chose de négatif, et donc on va reculer pour se rapprocher. Donc c'est comme si on était dans une cuve, qu'on soit dans un cas ou dans l'autre, en fait, tout va nous amener à aller au fond de la cuve. Voilà. Le learning rate donc permet d'éviter, s'il est trop grand, on risque en fait de diverger, alors que s'il est petit, on est petit, on va faire un petit saut, et puis 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 encore un plus petit, tac tac tac. Il y a une problématique qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle l'overfitting. Alors déjà, je vais expliquer ce qu'est l'overfitting. Là, c'est l'underfitting, c'est-à-dire que toi, tu as un ensemble de données, et ta modélisation, elle est à l'ouest. T'as l'underfitting. L'overfitting, c'est ta modélisation, elle veut trop coller en fait aux données d'entraînement. Et en fait, ce qu'il faut, c'est avoir la tendance générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as des données d'entraînement, par exemple, t'as des photos de chats. Ton réseau de neurones va s'adapter à tes exemples de chats, et quand tu vas donner d'autres images de chats, il va être mauvais, parce que il a uniquement été ultra entraîné pour les données d'entraînement qu'on a données. Le but, c'est pas de super performer sur les données d'entraînement, c'est de bien performer sur les données de test. Et donc pour ça, il faut donc éviter l'overfitting. C'est pour cette raison qu'on parle de regularization. Donc en fait, c'est de mettre des pénalités un peu arbitraires sur tes données d'entraînement pour qu'on puisse arriver à bien performer sur des données générales. Voilà.